Alors, je remercie tout le monde qui est assis ici et tout le monde en ligne de votre patience. Bonjour, Quay. Je m'appelle Jennifer Quay. Je suis la vice-doyenne à la recherche à la section de droit civil de l'Université d'Ottawa et je vous souhaite la plus chaleureuse des bienvenues à cet événement de laboratoire interdisciplinaire de recherche sur le droit de l'enfant. Et je laisse les conférencières s'installer tranquillement. C'est vraiment agréable de voir autant de gens assister en présentiel. Ça fait du plaisir et j'espère que vous allez avoir une belle séance avec tout un panel que ma collègue Mona Paré va vous présenter à l'instant. J'aimerais, avant qu'on commence, et au nom de la section et de l'université, souligner que les terres sur lesquelles se trouve l'Université d'Ottawa font partie du territoire traditionnel des Algonquins Anishinaabe. J'aimerais que nous leur rendons hommage, reconnaissant leur relation continue avec ce territoire qui demeure non cédé et dont ils sont les gardiens traditionnels. Nous rendons également hommage à tous les peuples autochtones qui habitent Ottawa, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs au pays, nous reconnaissant les gardiens des savoirs traditionnels, jeunes et âgés. Nous honorons aussi leurs courageants dirigeants d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Alors, sans tarder, je vais céder la parole à ma collègue, la professeure Mona Paré, pour vous présenter les conférencières et lancer cette conférence fascinante sur la protection de la jeunesse. Merci Jennifer. Donc c'est vraiment un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui. C'est la première conférence pour cette année universitaire du laboratoire de recherche interdisciplinaire sur les droits de l'enfant et donc qui s'inscrit dans le cadre également de la série de conférences, la section de droit civil. Donc merci beaucoup à la vice-doyenne à la recherche d'avoir appuyé cet événement cette année. Alors d'abord, je voulais souligner le fait que cet événement, c'est une occasion de souligner justement la Journée nationale de l'enfant ou la Journée mondiale de l'enfance qui a eu lieu le 20 novembre, dimanche. C'est aussi une conférence qui s'inscrit dans une discussion que nous avons eue, déjà nous avons entamé sur la protection de la jeunesse, surtout depuis la publication du rapport Laurent, le rapport de la Commission spéciale sur les droits de l'enfant et la protection de la jeunesse au Québec. Et l'année dernière, nous avions organisé une conférence pour discuter des impacts sur les droits de l'enfant de ce rapport avec des experts donc en 2021. Donc, cette année, le rapport a résulté en des changements législatifs quand même importants pour s'assurer que l'enfant soit au cœur de la protection de la jeunesse. Et c'est donc important pour nous de continuer cette discussion sur ce sujet. La conférence s'inscrit aussi dans le cadre d'un projet de recherche qui avait été financé par le CRSH et qui s'est achevé cette année. Et c'est un projet sur la participation des enfants dans les procédures judiciaires de protection. C'est un projet où on cherchait à savoir pourquoi, quand, comment les enfants participent dans les procédures devant le tribunal de la jeunesse. Pourquoi ils participent, pourquoi ils ne participent pas, comment est-ce que les différents acteurs conçoivent cette participation, qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'ils pensent de la participation, est-ce que c'est utile, est-ce qu'au contraire, ça mène à une plus grande vulnérabilité de l'enfant. Donc, on a discuté des défis, des obstacles, des bonnes pratiques dans le cadre de cette recherche. Aussi, donc à quoi ressemble la participation dans la pratique? Les enfants sont-ils préparés lorsqu'ils participent? Surtout s'ils témoignent devant la cour. Donc, ce sont des questionnements qui se posent dans un cadre de manière plus large de la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l'enfant, surtout son article 12, qui prévoit que les enfants devraient pouvoir se prononcer sur les questions qui les concernent, y compris devant les tribunaux. Et ça s'inscrit aussi dans le cadre d'une réflexion internationale
qu'on a eue sur l'accès des enfants à la justice. Donc, qu'est-ce que ça signifie, l'accès à la justice pour les enfants? Alors, la conférence, c'est aussi l'occasion de lancer une visioformation, donc une formation visuelle en ligne sur la participation des enfants aux procédures de protection. Et voilà, je pense qu'on a des images, donc vous allez pouvoir voir. Donc, la recherche dont je parlais, la recherche qui portait sur les règles de droit, qui portait sur la pratique, a finalement abouti au développement d'une formation, donc cette formation en ligne avec Jurivision, donc sous la direction de Maître Étienne Trépanier, qui se trouve ici, qui est avocat cinéaste en résidence à la section. Et donc, c'est une formation en ligne qui est accessible à tous, avec des modules qui discutent de différentes choses, comme je mentionnais le témoignage, les sources juridiques de la participation des enfants, les obstacles dans la pratique, et comment est-ce qu'on peut surmonter ces obstacles également. Et la recherche initiale dont je parlais a fait ressortir l'importance de la formation pour les professionnels, ce sont les professionnels qui nous l'ont dit, et aussi l'importance d'un dialogue entre acteurs, différents acteurs, et surtout entre acteurs sociaux et acteurs judiciaires. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est ce que nous proposons aujourd'hui, donc un dialogue entre différents acteurs en protection de la jeunesse, et je vais les présenter brièvement. En ligne, peut-être qu'on pourrait nous montrer qui nous avons en ligne. Voilà. Nous avons l'honorable Sylvain Meunier. Sylvain, le juge Meunier, qui est d'ailleurs un ancien de la section et qui, après avoir pratiqué comme avocat criminaliste et comme avocat au Centre jeunesse, est juge à la Cour du Québec depuis 2015. Il est également juge au Tribunal des droits de la personne, présentement. En personne, eh bien, nous avons Maître Émilie de Bellefeuille, également une ancienne de la faculté. Ici, elle travaille comme avocate en protection de la jeunesse depuis 2013 et elle est actuellement en poste au CISO, donc le Centre intégré de services de santé et de services sociaux de l'Outaouais, où elle conseille et elle défend la directrice de la protection de la jeunesse et ses intervenants. Et elle enseigne aussi à temps partiel depuis plusieurs années à la section de droit civil, et puis elle est membre du laboratoire de recherche sur les droits de l'enfant. Nous avons ensuite Cassandra Gay-Paquette, qui est notre jeune experte. C'est une adolescente qui a eu des expériences de participation devant le tribunal de la jeunesse, et elle va donc pouvoir partager ses réflexions par rapport à cette participation. Et je pense que nous avons tous et toutes très hâte de l'entendre à ce sujet. Et ça va. Ensuite, nous avons Renée-Claude Raby, qui est travailleuse sociale depuis plus de 20 ans. Et elle a occupé différents postes en protection de la jeunesse, du côté ontarien et du côté du Québec. Depuis 2009, elle occupe un poste à la DPJ à l'application des mesures. Et elle aime travailler particulièrement avec les familles d'adolescents et aussi à la mise en application de la valorisation des rôles sociaux. Ensuite, nous avons Maître Marie-Christine Fournier, qui pratique comme avocate depuis 1992. Elle a été en cabinet, en pratique privée, et depuis 2002, elle est au Centre communautaire juridique de l'Outaouais. Elle pratique exclusivement en droit de la jeunesse et en justice pénale depuis 2007. Elle est actuellement la section famille jeunesse civile à Gatineau et s'implique au sein des conseils, de divers conseils d'administration. Je mentionnerai juste le Centre d'intervention en abus sexuels pour la famille et le CISO.
Finalement, eh bien, je vous présente Diane B., qui est doctorante chez nous à la faculté de droit et qui a aussi collaboré au projet, qui a partagé des résultats de ses recherches dans cette visioformation, notamment sur les concepts de vulnérabilité et de participation. Et c'est elle qui agira comme modératrice aujourd'hui et donc qui fera partir la discussion avec nos conférencières et notre conférencier. Donc, merci d'être ici. Je pense qu'on va commencer tout de suite pour ne pas perdre de temps. Et nous avons prévu également un temps d'échange vers la fin de la séance. Merci beaucoup, Mona. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la séance de discussion. D'ores et déjà, la discussion sera subdivisée en deux parties. Donc, nous allons d'abord poser des questions plus générales à tous ces acteurs qui sont présents. Et ensuite, nous allons poser des questions plus ciblées à chaque acteur afin de pouvoir faire ressortir leur point de vue diversifié. Alors, la première question donc, va s'adresser à Maître Émilie de Bellefeuille. Alors, dans votre pratique et expérience, comment considérez-vous la place des enfants dans les procédures de protection de la jeunesse? Est-ce qu'il y a aussi de la place pour les enfants donc, dans ces procédures-là? Oui, donc je vais répondre à la question dans mon rôle d'avocate qui représente la directrice et ses intervenants. Donc, notre rôle en tant que DPJ et donc notre client que je représente, c'est dans la majorité des cas de les représenter, mais ce que je voulais dire, c'est de déposer les demandes en protection, tout ça, et les demandes en révision, prolongation, etc. Donc, c'est nous qui avons la majorité du temps le fardeau de preuve. Et donc, c'est nous aussi qui sommes au courant en premier des procédures. Et donc, comme avocat, avec les intervenants dans la préparation, il faut voir est-ce qu'on amène l'enfant à la cour. Donc, c'est la première chose, savoir s'il devrait être présent. Et la deuxième chose, pour lui permettre de participer aussi, c'est est-ce que cet enfant-là devra témoigner devant le tribunal. Donc, c'est les deux raisons principales pour lesquelles on verrait l'enfant au tribunal. Par sa présence, mais aussi pour le témoignage. Et donc, c'est certain que les enfants ont leur place. Comme vous le savez, ils sont, pour certains peut-être, là, ils font partie des procédures, ce qui est quelque chose qui est très particulier là, en protection de la jeunesse et qui n'est pas le cas dans les autres instances, comme par exemple en droit familial. C'est toujours un exercice délicat de savoir si l'enfant devrait venir au tribunal ou non. Mais j'ai participé là, à la recherche avec Mona Faré. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est dans les intervenants qu'on a qui ont été passés en entrevue, donc les juges, les intervenants, les enfants. Ce qui ressort beaucoup des adultes qui ont été interrogés, c'est qu'on a une certaine réticence à faire venir l'enfant au tribunal de peur de lui causer un préjudice, tout ça. Mais ce qui m'a surpris et ce que moi j'ai appris justement de ce projet de recherche-là, c'est qu'en écoutant les enfants qui ont participé et les adolescents qui ont participé au projet de recherche, ce qui ressortait, c'est que même si ça leur causait un certain stress, une certaine angoisse de devoir venir au tribunal, il n'y en a pas un qui a dit qui aurait changé d'idée puis qui ne serait pas venu témoigner ou qui ne serait pas venu à la cour malgré ce stress-là. Donc, je pense qu'en tant qu'adulte et en tant qu'acteur en protection de la jeunesse, c'est important d'avoir ça en compte. Puis ce que je retiens, c'est que si un enfant est bien préparé, ça va bien se dérouler au tribunal. Donc, c'est vraiment la préparation, je pense, qui est la clé là, ici. Merci beaucoup. La même question va s'adresser donc à l'honorable juge Sylvain Munier. Donc, dans votre pratique, honorable, et dans votre expérience, comment considérez-vous la place des enfants dans les procédures et est-ce qu'il y a de la place pour les enfants exactement?
Il faut, dans les procédures, l'enfant est central. Hein. C'est de lui dont on parle. C'est de son bien-être, de son développement. Et comme le disait Maître de Bellefeuille, un peu particulier dans la loi sur la protection de la jeunesse, l'enfant est partie aux procédures. Donc, il a une voix cette voix-là va être assurée par un avocat ou une avocate. C'est d'ailleurs le rôle du tribunal de s'assurer que cet enfant-là ait un procureur pour aviser de ses droits, le représenter. Donc, oui, la place, elle est primordiale, elle est centrale. Cependant, il y a d'autres aspects qui, sans toucher l'enfant directement, touchent beaucoup plus les acteurs autour des enfants. On a toujours une petite gêne à amener un enfant au tribunal. C'est stressant pour les adultes. Imaginez un enfant, ce n'est pas juste l'enceinte du tribunal, c'est souvent refaire vivre le trauma en public de cet enfant-là. C'est tout cet aspect-là qui fait en sorte que les adultes et les acteurs judiciaires et sociaux ont une petite réticence ou une petite retenue, sans avoir de réticence, là, mais une retenue à l'idée de faire déplacer un enfant et le remettre au centre d'un système contradictoire. C'est assez dur, ce système-là. Hein? On est dans une salle qui est bien particulière, qui a des proportions particulières, un ameublement particulier. Il est au centre et tout le monde le regarde et tout le monde va l'interroger. Donc, oui, cet enfant-là a une place centrale. C'est toujours de lui dont on va parler. Mais si on parle de sa présence physique, à ce moment-là, il y a effectivement des petites réticences pour ce qui est des adultes autour. Merci beaucoup, honorable. Je pose la même question donc à Maître Fournier. Dans votre pratique, est-ce que vous considérez la place des enfants dans les procédures et est-ce qu'il y a vraiment de la place pour les enfants? Alors, bonjour, c'est certain que pour moi, oui. On dit toujours que l'enfant, l'adolescent devrait toujours être au cœur des décisions de la Cour. Tout le monde fait de son mieux pour que ça puisse être le cas. Moi, de mon côté, je représente, je dirais, 95% enfants, adolescents. Tel que ça a déjà été mentionné, un enfant ou un adolescent, c'est une partie au dossier, comme le père, la mère, comme la directrice, ce qui fait en sorte qu'on peut produire des témoins, on peut demander des expertises. On a vraiment, là, l'enfant a sa place comme partie au dossier de la Cour. C'est vrai que, comme disait le juge Meunier, c'est une enceinte qui est contradictoire. Par contre, moi, j'y ai toujours cru, puis parfois à l'encontre des travailleurs sociaux ou des avocat de la DPJ, parce que j'ai souvent pensé que les adultes autour de l'enfant sont beaucoup plus préoccupés par les traumas ou par la mauvaise expérience qu'un enfant peut vivre en venant témoigner à la Cour. Je pense qu'un enfant, je reviens toujours, on a un mandat légal conventionnel. Un mandat conventionnel, c'est que l'enfant peut nous mandater comme un parent, un père, une mère. Qu'est-ce que lui veut? C'est certain que ses désirs vont être écoutés, ce qu'il a à dire et le pourquoi, mais c'est toujours le juge qui a la décision finale. Il faut toujours lui exprimer que malgré ses demandes, c'est toujours la Cour, le tribunal qui va prendre la décision. Et moi, je pense que lorsqu'on a un enfant qui est présent, qui est en mesure, des fois, le non-verbal, lorsqu'on prend une question, qui peut prendre une pause avant de répondre, nous expliquer le contexte familial, comment ça se passe entre papa et maman ou en tuteur, tutrice, peu importe la dynamique. Parfois, on comprend tout ce on peut ressentir ou on peut plus avoir la façon ou comprendre la réalité de cet enfant. Donc, moi, j'ai toujours pensé, quand c'est possible, qu'on puisse faire entendre l'enfant hors la présence des parents. Et ce que je trouve aussi qui est important comme procureur à l'enfant, c'est de connaître l'enfant ou l'adolescent, c'est-à-dire de connaître ses intérêts, son école, sa famille, demi-frère, demi-sœur, pour qu'on soit en mesure, lorsqu'on le fait témoigner devant le tribunal, de ne pas arriver dans le vif du sujet, mais être en mesure de le présenter à la Cour, qui il est, ce qu'il vit, qu'est-ce qu'il désire, pourquoi il est là. Donc, tout ça pour vous dire que oui, pour moi, c'est très important qu'un enfant ou un adolescent puisse venir au tribunal, s'exprimer. Et par contre, ce qui peut être dur ou un petit accroc ou quelque chose qui est difficile, c'est que parfois, lorsque les enfants viennent témoigner pour de l'abus physique ou de l'abus sexuel, par exemple,
Bien, compte tenu que la Chambre de la jeunesse, c'est un forum qui est distinct de la cour criminelle, l'enfant doit raconter son histoire aux policiers, aux enquêteurs, devra venir encore raconter son histoire, donner son témoignage à la cour criminelle, vient à la cour de la jeunesse pour encore dire ce qui s'est passé, doit en parler avec le travailleur social, doit en parler avec l'avocat, parfois doit en parler avec les psychologues. Donc, ça fait beaucoup de personnes pour recevoir là, le témoignage de cet enfant-là et sa dynamique, mais on tente de s'accommoder là, autant que faire se peut pour diminuer les impacts chez l'enfant. Ça répond. Merci. Merci beaucoup, Maître Fournier. Donc, je ramène la même question à Madame René. Est-ce que vous considérez la place des enfants dans les procédures et est-ce qu'il y a de la place pour les enfants? Là, vous me direz, je parle très fort de base, donc avec un micro, ça m'inquiète un peu, là. Je vais essayer de le mettre loin. C'est sûr qu'il y a de la place, définitivement, pour les enfants dans les procédures. Puis là, on parle beaucoup des procédures judiciaires, plus peut-être au moment de la cour, mais on se doit aussi de les préparer bien au-delà et des choses qui, des fois, on n'a pas le temps de faire nécessairement par la vitesse de notre travail, la vitesse que la situation de leur vie leur apporte. Des fois, c'est très rapide. On peut intervenir, disons, aujourd'hui, mais on passe à la cour demain. Donc, il y a des fois des procédures on ne les échappe pas, mais on les explique très rapidement. Mais je pense que ça, c'est quelque chose qui est très important tout au long du processus d'expliquer aux enfants pour qu'ils comprennent exactement qu'est-ce qui va arriver, c'est quoi les possibilités. Je sais que moi, je prends toujours le temps, un peu moins que mes ados parce qu'ils souvent sont déjà allés à plusieurs reprises, mais je le refais souvent où on va même regarder ce serait quoi tous les scénarios qui seraient possibles. Qu'est-ce que le juge pourrait arriver à la conclusion? Quelles seraient les questions que l'avocat pourrait te poser? J'essaie de les préparer le plus possible là, pour éviter le stress parce qu'on ne se le cachera pas, c'est très angoissant pour eux de se retrouver dans un système, dans un local avec plein de gens. C'est tout petit comme salle, c'est très formel. Donc, c'est sûr que c'est très angoissant. Des fois, ils vont se retrouver avec leurs parents avec qui ils n'ont pas nécessairement ou le goût, qui entendent ou d'être en leur présence. Donc, c'est de les préparer à toutes les éventualités. Donc, c'est sûr que moi, je suis principalement travailleuse sociale avec les ados. Je vous dirais que dans ma carrière, j'ai travaillé peut-être avec une dizaine d'enfants. Je les aime un peu plus grands, un peu plus délinquants. Je les aime tannant un petit peu. Donc, c'est sûr que, mais pour les plus petits, il y a aussi toute cette préparation-là qui doit être encore plus primordiale, je pense, pour les préparer là, à l'audition. Et je pense qu'indépendamment de leur âge, ils ont le droit de parler et de représenter, de dire ce qui leur est arrivé et ce qu'ils ont le goût de faire entendre. C'est souvent ce qu'ils vont nous rapporter, c'est qu'ils n'ont pas nécessairement le goût de le dire ou ils pensent qu'ils ne seront pas écoutés par les tribunaux et que de toute façon, c'est la DPJ qui a le mot final et que n'importe quoi qu'on va dire devant le juge, leur opinion ne sera pas prise en compte. Donc, je dirais qu'il y a eu beaucoup de travail encore là, à faire à ce niveau-là. Merci beaucoup, Madame René. Donc, la même question va s'adresser à Cassandra. Alors, Cassandra, est-ce que vous pensez que les enfants ont une place dans les procédures? Et de votre expérience, est-ce que vous avez senti que vous avez une place dans ces procédures? Moi, je crois que oui, on a une place dans les procédures. Par contre, souvent, comme ça a déjà été mentionné, mais souvent, les parents sont dans les salles de cours ou bien des gens qui font en sorte qu'on se sent minuscule, dit comme ça, minuscule face au juge, face à qu'est-ce qu'on a à s'exprimer, qu'est-ce qu'on a à dire. Puis, je crois honnêtement que aussi, il y a du travail à faire là-dessus parce que... Hey, je suis vraiment stressée. Désolée. C'est ça. Moi, souvent, quand j'ai passé au tribunal, dans mon expérience à moi personnelle, mes parents étaient là, j'ai pas une bonne relation avec mes parents, puis parler, dire que moi, oui, je veux rester en famille d'accueil, oui, j'aime mieux aller dans un centre jeunesse que d'être avec mes propres parents, ça peut abîmer la relation parents et enfants, honnêtement, de ce côté-là. Donc, je crois qu'on a quelques petits travail à faire là-dessus.
Merci beaucoup, Cassandra. Donc, nous avons fait le tour de la première question et tous les panélistes sont d'accord qu'il y a une place très importante à accorder aux enfants. Ils ont relevé aussi beaucoup de défis dans le stress, l'angoisse et certaines vulnérabilités. Et sans plus tarder, nous allons donc passer à la deuxième question parmi les questions générales. Je vais l'adresser d'abord à l'honorable juge. Comment s'assure-t-on que l'enfant puisse participer de manière à respecter son intérêt et ses droits? Et comment est-ce que la voix de l'enfant est entendue lors des procédures? Bon, donc, avec ce premier tour de panel, vous avez vu que c'est complexe. C'est un travail qui ne se fait pas juste par le juge, c'est un travail qui se fait à la fois par la demanderesse, donc le contentieux de la Direction de la protection de la jeunesse, par les intervenants sociaux aussi, comme Mme Ravi l'a indiqué. Donc, le juge va apporter une importance primordiale sur ce point-là à l'avocat ou l'avocate de l'enfant. C'est ce dernier qui va donner le pouls de l'enfant à ce moment-là. Donc, c'est un travail où il y a effectivement de la préparation d'enfants à faire. Je ne sais pas si le programme existe encore. À l'époque où j'étais procureur au contentieux de la Direction de la protection de la jeunesse, il y avait la CAVAC qui avait un programme de préparation des enfants qui allait témoigner. Aujourd'hui, on les voit dans certaines situations, comme a indiqué Maître Fournier, les abus physiques, les abus sexuels. Pour le reste, on n'en sait pas, en tout cas, comme juge, je n'en sais rien, s'ils sont encore là. Je sais que les intervenants sociaux préparent énormément les enfants pour atténuer, en fin de compte, l'impact à tout ça, mais c'est bien évident que le procureur à l'enfant a le rôle principal pour s'assurer que cet enfant-là puisse, de un, participer, de deux, avoir une voix et pouvoir exprimer cette voix-là. Mais tout part, en fin de compte, l'intervenant numéro 1 pour le tribunal, c'est l'avocat à l'enfant. Merci beaucoup. Et je pose la même question à Maître Fournier. Comment s'assure-t-on que l'enfant puisse participer de manière à respecter ses droits et comment sa voix est entendue? Alors, rebonjour. Je vous dirais que dans la pratique, puis c'est quelque chose qu'on essaie d'améliorer, mais il y a beaucoup de dossiers. Puis souvent, on est, je vais dire, entre guillemets, à la dernière minute pour rencontrer, préparer les enfants. On passe tous nos journées au tribunal, on arrive le soir. Là, il faut parler à un enfant ou on le voit le lendemain. Il faut arriver plus tôt à la cour. Donc, en tout cas, pour moi, quelque chose qui est important, c'est d'avoir pris la peine de lire avec respect les procédures, les documents qui ont été signifiés, les rapports qui ont été préparés par des intervenants sociaux, parce que c'est un petit peu notre plan ou notre schéma. Et après ça, on rencontre l'enfant, puis tout dépendant de son âge, son degré de compréhension, on voit avec lui si la situation est encore d'actualité, s'il y a des faits nouveaux. Bref, là, c'est de le réinterroger, mais je dirais tout en discutant. Pas que ce soit un interrogatoire là, sous forme d'interrogatoire policier, là, un petit peu à la bonne franquette, puis encore de lui demander qu'il nous parle de ses intérêts. Ça, c'est toujours important de faire en sorte qu'on veut avoir ou on veut connaître, on veut le connaître pour qu'on puisse bien le présenter. Puis toujours de lui expliquer que peu importe, je reviens toujours, c'est le juge qui a la décision finale, mais l'importance qu'il fasse valoir ses besoins, ses désirs, ce qu'il veut qu'il soit changé, même si c'est difficile. Parfois, les enfants non plus ne veulent pas témoigner après avoir discuté. Donc, moi, ce que je fais un petit résumé des points qui ont été discutés. Je demande toujours l'autorisation si je peux parler de tel sujet. Si c'est non, j'en parle pas. Je vais peut-être tenter de trouver une autre façon de poser une question pour explorer ou connaître là, la réalité de cet enfant-là. Parfois, l'intervenant ou l'intervenante sociale prend un rendez-vous, il vient à notre bureau avec l'enfant, on le rencontre seul, en privé, mais comme je dis, ça se fait souvent au tribunal, dans un petit local, puis c'est pas parce qu'on veut pas, mais c'est souvent par manque de temps, mais il faut vraiment le faire pour bien préparer les choses. Et il y avait effectivement le programme Enfants témoins avec le CAVAC qui existe encore.
C'est dans des situations plus complexes où est-ce que l'enfant va avoir des rencontres auprès d'un intervenant du CAVAC, va visiter le palais de justice. On ne parlera jamais des faits de sa cause, mais on va parler de la façon dont il doit s'exprimer, témoigner. Puis, si ça ne va pas, s'il ne comprend pas les questions, il visite les salles de cours. Dans le fond, c'est un petit peu pour s'imprégner des lieux physiques. Et s'il n'est pas capable de répondre, comment réagir. Puis, il y a aussi, là, je vais empiéter sur le terrain de Maître de Bellefeuille, mais il y a également le chien Brao, qui est un chien qui accompagne. Là, c'est vraiment fantastique. Là. Je pense que les adultes sont autant en admiration que les jeunes. Mais au niveau de calmer, apaiser, le chien va accompagner l'enfant ou l'adolescent dans un petit local, juste flatter, ça apaise. Il va accompagner le jeune ou la jeune devant le juge. Le chien va être couché à nos pieds. Des fois, on a un petit coup de langue qui passe sur nos orteils l'été. Mais non, c'est vraiment assez fantastique, là, la zoothérapie, ce que ce fameux Brao-là peut apporter au tribunal. Avec Oui. Le voilà. une formation. Oui. Donc, c'est ça pour ma part, m'assurer d'une bonne participation. Merci beaucoup. Et je vais reposer la même question à Maître de Bellefeuille. Donc, comment la voix de l'enfant est entendue et comment on s'assure que ses droits sont respectés? Un peu comme ce qui a été dit déjà, je pense vraiment, c'est ça, ça commence par le travail de l'intervenant. C'est important que l'intervenant comprenne bien l'enfant et comprenne la dynamique familiale pour faire un bon portrait de la situation que l'intervenant va venir dire au tribunal ou écrire là, dans son rapport pour qui sera déposé, là, dépendamment de la procédure. Et la voix de l'enfant est entendue de différentes façons. Donc, ça peut être l'intervenant qui va venir témoigner sur ce que l'enfant lui a dit. Ça peut être à travers le procureur à l'enfant si l'enfant ne veut pas directement là, le dire là, au juge ou par l'enfant lui-même ou elle-même. Merci. Donc, je vais poser aussi la question à Madame Renée. Comment est-ce que la voix de l'enfant est entendue concrètement? Émilie a répondu en partie là, à ce que je voulais dire. Mais non, blague à part, chaque intervenant, avant l'audition au tribunal, on doit produire un rapport qu'on présente là, à chacun des avocats et au juge. Donc, moi, je prends toujours ce temps-là. C'est toujours important dans mon rapport. Il y a une partie où ça va expliquer l'opinion de l'enfant, qu'est-ce que lui pense de la situation. Mais je le nomme pour tout le monde, pour les parents, l'enfant et principalement, là, c'est quoi qu'il souhaite? Même s'il ne souhaite pas, il n'y a pas les mêmes recommandations que nous, on apporterait au tribunal, bien, ce n'est pas grave. Moi, je le nomme. Il n'est pas d'accord avec telle situation. Donc, c'est sûr que tout est nommé. Tous les avocats et le juge connaissent à la base la position, là, parce que les avocats et le contentieux et le tribunal ont nos rapports là, 1 à 2 semaines avant la date d'audition. Donc, j'ai bien dit 1 à 2 semaines. Là. Ça a changé. C'est rendu 2 semaines. Moi, je suis la plus délinquante. Je le respecte pas. Mais ils devraient le recevoir 1 à 2 semaines là, avant la date de tribunal. Donc, ils ont le temps de le lire. Donc, connaissent déjà. Donc, les avocats, oui, c'est vrai qu'ils sont très sollicités. Souvent, les rencontres le matin même, mais ils ont quand même une bonne idée, une opinion déjà de ce que l'enfant souhaite. Et dans des situations très particulières, moi, je vais communiquer directement avec l'avocat de l'enfant pour lui suggérer peut-être une rencontre avant. S'il y a vraiment quelque chose de particulier où il y a un enjeu, bien, moi, je vais toujours le nommer. On ne fonctionne pas tous de la même façon, mais de base, on peut communiquer avec les avocats de l'enfant pour leur dire il y a peut-être une situation qui aurait besoin d'être discutée avant la cour, mais c'est important qu'il y ait cette place-là et de trouver des solutions alternatives. Parce que oui, c'est déjà arrivé, même si les ados se doivent d'être à la cour, l'anxiété, l'angoisse fait qu'ils ne sont pas en mesure de se présenter. Bien, il y a d'autres façons qu'on peut trouver là, avec l'aide des avocats pour éviter, là, si le stress est trop grand, de leur faire subir. Merci beaucoup. Et la même question va s'adresser aussi à Cassandra. Comment est-ce que votre voix a été entendue de votre expérience? Est-ce qu'on s'est assuré que vos droits et votre intérêt étaient respectés lors des procédures? Dans mon expérience à moi, honnêtement, en étant plus jeune à l'âge de 12 ans environ, c'est à ce moment-là que j'ai rentré dans le système. Puis, j'ai senti plus que j'étais plus vulnérable, plus rebelle, plus révoltée, on va se le dire.
Avec le ton. Honnêtement, je me suis sentie moins écoutée par mes intervenants et tout ça parce que justement, j'étais une jeune qui était révoltée puis on dirait que ça s'arrêtait là. Pas plus loin de comment je me sentais, comment que je voyais les choses, comment que je voyais mes placements en centre jeunesse ou peu importe. C'est comme ça que je l'ai senti. Par contre, quand que je me suis repris en main, puis que la vie a avancé, je me suis sentie plus entendue, écoutée et respectée auprès de mes intervenants, puis ils prenaient beaucoup plus en considération ce que je disais. Il y a encore du travail à faire là-dessus, c'est certain, mais honnêtement, ça va de personne en personne et d'intervenant en intervenant, selon moi. Merci beaucoup, Cassandra. Alors, donc, pour cette deuxième question, on a mis beaucoup l'accent sur la préparation des enfants, beaucoup de types de préparation avec l'assistance avec le chien ou fait visiter les locaux du tribunal donc, aux enfants pour mieux les préparer, les connaître aussi davantage. Et nous allons passer donc à la dernière question de cette première partie. Ce sera une question qui va s'adresser beaucoup plus aux professionnels. Est-ce que vous voyez des défis par rapport à l'application de la loi sur la protection de la jeunesse? Et est-ce que vous pensez que les modifications récentes à la loi vont avoir un impact sur la pratique? Et j'adresse la question à l'honorable juge. Bien entendu, du développement au niveau de l'application de la loi sur la protection de la jeunesse, il y en a, il y en aura, il y en aura toujours. Il faut qu'il y en ait par ailleurs. Il ne faut jamais arrêter de discuter de cette situation-là. Les modifications apportées à la loi sont souvent les codifications de la jurisprudence déjà établie depuis la dernière modification de la loi. C'est surtout ça. Certains éléments sont importants. Je l'ai noté notamment pour revenir sur le sujet du fameux 2 semaines de production pour le rapport. C'est 10 jours. C'était 3 jours avant. Mais préparer une cause à 3 jours d'intervalle pour un procureur, soit des parents ou soit de l'enfant, c'était de demander faire de la magie. Comment fait-on pour faire venir les experts? Comment fait-on pour questionner les témoins? Même à 10 jours, c'est limite. Mais sur cet aspect-là de la loi, permet à tout le moins d'être mieux préparé. C'est surtout sur des niveaux de procédure au niveau de la loi qui, à mon avis, ont un impact bénéfique pour toutes les parties, en fin de compte aussi. Cependant, il y a d'autres aspects qui sont très importants aussi. On l'aura modifié comme on veut cette loi-là. Le but ultime, c'est de la rendre la plus humaine possible. Là, il y a énormément de travail à faire. Je ne suis pas sûr si le système contradictoire est le meilleur. Je ne lui jette pas la pierre. Ça a déjà été autre chose au Québec. Hein? On avait ce qu'on appelait à l'époque le tribunal le tribunal de l'aide sociale, où, en fin de compte, en protection de la jeunesse, c'était un juge seul qui siégeait dans son bureau. Il n'y avait pas d'avocat. C'était un autre aspect. Cependant, on était confronté au biais du juge, à la simple décision personnelle du juge, sans que personne on puisse faire entendre la voix à peu près de personnes d'autres. Donc, on a changé ce système-là. Le système contradictoire amène d'autres problèmes. Il va falloir s'y asseoir et continuer à modifier cette loi-là pour arriver à un traitement humain pour tout le monde dans tout ça. Et en bout de piste, on est, en fin de compte, la voix de l'enfant sans distorsion, qui puisse être communiquée sans distorsion. Le pouvoir du juge à ce niveau-là est très limité. Le juge, il existe dans un système contradictoire. Donc, ça a beau être indiqué dans la loi que c'est l'enquête du juge, mais il y a des limites. Il y a audi alteram partem qui s'applique. Donc, toutes les parties doivent s'exprimer. Il y a le Code de procédure civile qui s'applique également. Donc, il y a tout ça, ce système-là qui a des bons côtés, mais qui a également des mauvais côtés. Merci beaucoup, honorable. Et je pose la même question à Maître de Bellefeuille. Est-ce que vous voyez des défis par rapport à l'application de la loi sur la protection de la jeunesse? Et est-ce que les modifications récentes pourraient avoir un impact? Dans le contexte de la participation des enfants, Maître Fournier l'a mentionné, c'est sûr qu'on est dans il y a un rythme qui va très vite
Et il y a aussi des procédures qui sont urgentes, donc qui ne donnent pas beaucoup de temps de préparation aussi pour les enfants et pour les différents acteurs. Également, il y a un contexte, tu sais, que, bon, on en a parlé, là, tu sais, pour un enfant, de rentrer dans une salle de cours, puis que, bon, tout le monde est âgé, c'est impressionnant, un constable avec une arme, tu sais, tout ça, ça fait quand même, c'est ça, c'est impressionnant pour des enfants, puis les milieux ne sont pas nécessairement adaptés, là, nous, avec l'initiative des juges en Outaouais, on a maintenant une petite salle qui était fermée durant la COVID, là, mais une petite salle pour les enfants. Donc, ça leur donnait un petit coin là, quand ils doivent attendre avec des jeux un peu plus adaptés, un sofa au lieu d'une chaise, etc. Donc, ça, c'est certain que c'est des défis là, dans l'application. Au niveau des modifications récentes à la loi, au niveau de la participation, il y a l'article de la représentation des enfants qui a changé. Donc, ils ont abrogé l'article 80 puis modifié l'article 78 de la loi sur la protection de la jeunesse. Avant, l'article 80 disait qu'il devait y avoir un avocat pour les enfants dans le cas où son intérêt était opposé à celui de ses parents. Mais dans les faits, il y avait toujours un avocat qui était systématiquement nommé pour l'enfant parce que si on est là devant le tribunal, c'est parce qu'en quelque part, là, il y a un problème là, au niveau de la famille et il y a certainement certaines oppositions par rapport à l'intérêt de l'enfant et à celui de ses parents. Et donc, un peu comme M. le juge le disait, là, la pratique, c'était que c'était systématique et maintenant, finalement, le législateur l'a codifié de cette façon-là. Donc, c'est rendu quelque chose de systématique. Merci beaucoup. La même question à Maître Fournier. Est-ce que vous voyez des défis à l'application de la loi sur la protection de la jeunesse et est-ce que les modifications récentes auront un impact? Je pense, au niveau d'avoir mis dans les préambules de façon, dans l'interprétation de la loi, là, de répéter l'intérêt de l'enfant, là, on ne sera pas pris ou le juge ne sera pas lié avec la famille à tout prix ou parce que parfois, vous savez, c'est pas dans tous les dossiers, mais on avait un enfant qui pouvait s'ancrer dans un milieu autre, dans un milieu d'accueil, par exemple, puis que le père ou la mère ou les deux ou le tuteur se sont vraiment repris en main, mais l'enfant, lui, a fait son nid ailleurs, puis il n'est pas prêt là, à revenir auprès des parents. Lui, là, il n'a pas attendu. Il y avait d'autres visées, d'autres projets, milieu scolaire, des amis, puis j'ai juste un cas en tête, puis j'étais la seule. Moi, je voulais vraiment, c'était mon client, puis il est venu témoigner, je voulais demeurer dans sa famille d'accueil. Mais comme je vous dis, par l'application de la loi, on a prévu un retour là, dans le milieu familial, puis finalement, on regarde, on peut voir là, quelques années plus tard, puis ça n'a pas été un bon résultat, on va dire comme ça. Peut-être que ça aurait été le même résultat si ça avait été maintenu dans son milieu d'accueil, mais on peut quand même se poser la question. C'est les spéculations, mais ça fait partie de la réflexion pareil. Aussi de tenir compte, je pense que c'est important, de la culture, des origines, pour pas que ça se perde, de préserver. Là, on parlait là, le milieu autochtone. Il y avait déjà là, des projets pilotes là, avec l'ancienne loi là, qui était en vigueur, mais je pense que tout ça est bien. Puis finalement, c'est un système d'amélioration continue. C'est vrai qu'on est dans un système contradictoire, mais c'était prévu anciennement, mais on peut tenter de régler, on le fait malheureusement trop peu, là, des conférences de règlement à l'amiable où est-ce que tout le monde s'assoit, on tente d'en arriver à une solution là, dans le meilleur intérêt de l'enfant et de ses donneurs de soins. Merci et je repose aussi la même question à l'intervenante Renée. Est-ce que vous voyez des défis à l'application de la loi et est-ce que les modifications pourraient avoir un impact? Ah non, il n'y a aucun défi là, à tout respecter. C'est un défi quotidien de respecter au niveau de la loi pour différentes raisons, mais juste à la base, on est là pour des raisons. On devrait être dans leur vie pour de courtes périodes de temps. Dans la réalité, ce n'est pas nécessairement tout le temps ça parce qu'on n'est pas toujours en mesure de leur offrir aux adolescents et leurs familles les soins dont ils ont besoin
par notre système de santé qui est souffrant. Les services ne sont pas nécessairement là. Souvent, quand la DPJ arrive dans la vie d'un enfant, bien, tout le monde s'efface. Alors, la DPJ est là, va s'assurer des soins, mais à la base, on est travailleurs sociaux ou criminologues à la DPJ. Donc, on ne peut pas jouer toutes les fonctions. Donc, ça devient vraiment un défi de taille d'être capable de répondre aux besoins des enfants pour mettre fin à leur compromission. Malgré le fait maintenant que parfois les juges vont ordonner certains services en psychiatrie ou en psychologie, on est rendu là, mais même le service n'arrive pas nécessairement plus rapidement parce qu'il a été ordonné. Donc, on a un système qui fonctionne lentement, donc qui a un impact, je vous dirais, très, très énorme chez les enfants et les familles. Donc, souvent, on doit prolonger notre implication parce qu'on n'a pas été en mesure là, de répondre là, adéquatement aux besoins là, des enfants et des familles. Donc, je vous dirais oui, c'est un défi quotidiennement. Merci beaucoup. Donc, on achève donc la première partie et on a retenu beaucoup d'éléments très intéressants, particulièrement pour la dernière question. Les panélistes ont relevé le système contradictoire, la lenteur dans les procédures. Le juge a parlé aussi de rendre le système beaucoup plus humain et Maître Fournier aussi a mis l'accent sur connaître la culture de l'enfant et toutes ces choses-là. Alors, nous allons maintenant passer à la deuxième et dernière partie donc, de notre discussion où nous allons poser des questions beaucoup plus ciblées pour chaque acteur afin de faire ressortir votre point de vue, donc le point de vue du côté du juge, des avocats, des intervenants sociaux et aussi des enfants. Alors, la première question va s'adresser à l'honorable juge, Sylvien Munier. Alors. On m'appelle souvent Fournier, n'ayez crainte. Désolée. Alors, monsieur. Désolée. Non, ça va, c'est pas un problème. Alors, l'honorable, comment le juge garantit concrètement la participation de l'enfant? Je sais qu'on a parlé beaucoup plus de ces questions, mais dans votre expérience, comment est-ce que le juge garantit concrètement la participation des enfants? Et est-ce que lors de votre interaction avec les enfants, est-ce que l'opinion de l'enfant est prise réellement en compte et comment? Comme j'ai indiqué, elle est centrale. C'est la raison de l'existence de ce tribunal-là. Je le dis souvent aux parents et aux autres parties. On est en chambre jeunesse ici, on n'est pas en cour supérieure au niveau matrimonial. Donc, je n'ai pas déterminé le droit de garde ou l'important. Oui, je peux le déterminer, le droit de garde, mais ce qui est important, si je détermine le droit de garde, c'est dans l'intérêt de l'enfant. Donc, tout tourne autour de cet enfant-là. Donc, effectivement, le tribunal va s'assurer que cet enfant-là ait une voix en questionnant le procureur. Et même dans le processus, le procureur à l'enfant va toujours s'adresser au tribunal en dernier. Et bien souvent, dans la plupart des décisions, l'éclairage va venir du procureur à l'enfant. C'est souvent déterminant parce qu'il y a un contact direct avec cet enfant-là. Les procureurs qu'on a sont spécialisés et ont chacun leur force. Et par contre, il est admirable à certains moments de voir à quel point ces procureurs-là sont capables de faire parler un enfant devant le tribunal alors que ces enfants-là sont terrorisés. Là. Devant le tribunal, ils n'ont pas de voix. Mais c'est fascinant de voir comment les procureurs arrivent à ce moment-là à faire fondre cette glace-là. Et les enfants s'adressent. Bien entendu, le juge doit faire attention aussi à ce moment-là en s'adressant à l'enfant. On peut descendre du banc, on peut faire toutes sortes de choses, là, parler différemment. On va pas les voyer, là, bien entendu, on va les tutoyer. Mais le rapport avec l'enfant est tout à fait différent d'avec les autres parties. Il y a une espèce de voile qui tombe, il y a, donc il y a une proximité qui se crée à ce moment-là entre le juge et l'enfant parce qu'on va s'adresser, quand l'enfant est là, on s'adresse personnellement à cet enfant-là. Et on va même poser des questions qui n'ont pas été posées aussi, là. Mais tout tourne autour de cet enfant. Merci beaucoup, honorable. Donc, je vais m'adresser donc à Maître Émilie de Bellefeuille.
de quelle façon l'enfant peut-il participer à l'audience et dans quel cas l'enfant est amené à témoigner? Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a deux raisons principales pour lesquelles l'enfant est présent, soit il voulait simplement être présent pour rencontrer son avocat, etc. Et la deuxième façon, c'est en témoignant. Donc, par rapport à la présence, de façon générale, les enfants de 12 ans et plus vont être présents là, à la cour compte tenu de leur âge. Entre 7 et 11 ans, c'est un petit peu plus une zone grise. Ça va dépendre là, de la situation, de leur niveau de maturité, etc. Et en bas de 7 ans, c'est plus rare là, qu'on va voir les enfants à la cour. Au niveau des témoignages, donc, comme je le disais tantôt, dans mon rôle là, de procureur au DPJ, c'est nous qui avons le fardeau de preuve. Donc, dans des cas, par exemple, d'abus physiques, d'abus sexuels, souvent, les seuls témoins, ce sont les enfants. Donc, on n'a pas le choix pour pouvoir faire notre preuve de les amener à témoigner. Et là, c'est vraiment important qu'il y ait une collaboration avec l'intervenant qui va avoir de son côté préparé l'enfant, mais aussi avec le procureur à l'enfant. Parce que, un peu comme M. le juge le mentionnait, c'est le procureur à l'enfant qui va poser les questions à l'enfant parce que c'est lui qui l'a rencontré, etc. Et souvent, c'est l'enfant qui va être entendu en premier. J'ai apporté avec moi, parce que c'est un autre client de Maître Fournier, c'est un petit bonhomme de 8 ans qui est venu témoigner il n'y a pas très longtemps à la cour. Et bon, juste pour vous mettre dans un contexte, là, on est à notre 3e implication au niveau de la protection de la jeunesse pour des mauvais traitements psychologiques. Donc, il y a beaucoup de violence entre les parents, violence verbale surtout. Mais moi, je l'ai connu, il était bébé, dans le fond, Maître Fournier aussi. Là. Là, c'est ça, il a 8 ans, puis on a déposé une demande en prolongation pour qu'il demeure dans sa famille d'accueil jusqu'à sa majorité. Et il est venu témoigner dans ce contexte-là pour dire au juge ce qu'il voulait. Et donc, il a dit, je ne vous dirai pas tout, mais quand il était plus petit, il y avait beaucoup de chicanes avec ses parents. Il était stressé et terrifié. Et maintenant, il est calme. Il a dit, maman et papa disent des mauvais mots. Et lui, ce qu'il veut, c'est une vie normale. Et là, la juge lui a demandé, donc plus précisément, qu'est-ce qu'il voulait. Il a dit, moi, je veux être poli, je veux la paix, je veux être tranquille dans ma tête et dans mon cœur. Donc ça vient d'un enfant de 8 ans. Et cet enfant-là, par ailleurs, juste pour vous montrer, est super brillant. Et il a appris l'hymne national russe par lui-même sur YouTube. En tout cas, il nous a chanté un extrait en salle de cours. Donc voilà. Et je terminerai juste en disant, à chaque fois qu'un enfant vient témoigner, là, la situation devient claire et souvent, on peut arriver à régler des dossiers parce que les parents ayant entendu leur propre enfant et toutes les parties, on en vient. Donc, c'est vraiment important de leur donner leur voix. Excellent, merci beaucoup. Alors, la question à Maître Marie-Christine Fournier, est-ce que la participation de l'enfant est une garantie essentielle lorsque l'avocat prépare l'enfant à l'audience et comment est-ce que l'avocat s'assure d'ailleurs concrètement de faire valoir le meilleur intérêt de l'enfant lors des procédures? Alors, je vais peut-être être redondante, mais moi, en tout cas, ma façon de faire à moi, c'est de connaître l'enfant, de voir où il se situe, de parler un petit peu de son contexte de vie, de sa situation à lui, ce qu'il désire, puis toujours lorsqu'il veut témoigner, puis je dirais que, en tout cas, la préparation, puis lui dire quelle sorte de questions on va lui poser, puis le faire de façon un petit peu, je vais dire, à l'amiable, là, de façon décontractée, si on peut être décontracté d'une salle de cours, là, mais tenter de faire oublier où on est pour le faire parler. Puis effectivement, comme le disait Maître de Bellefeuille, lorsqu'un enfant témoigne, la situation devient tellement claire. Là. Après ça, les parents ont beau dire ça, c'est pas vrai. Des fois, la côte est pas facile à remonter. Donc, pour moi, oui, c'est essentiel qu'il y ait une préparation, de le rencontrer, de le faire témoigner.
S'il ne veut vraiment pas, on ne tord pas les bras. Par contre, on s'assure que lui, ce qu'il veut, bien, que moi, je serai en mesure de le présenter au juge, puis que je serai en mesure, même, par exemple, si l'intervenante sociale n'est pas en accord avec cette orientation-là, bien, moi, d'aller la questionner pour tenter d'obtenir ce que mon client veut. Bien, j'ai toujours un mandat conventionnel. Des fois, ça n'a pas toujours de bon sens ce qu'il veut, mais on lui explique, on va quand même le demander. Ça ne veut pas dire que ça va être accepté. C'est peut-être un petit peu déraisonnable. On va l'essayer. Donc, c'est toujours de rebaliser les choses, de ne pas créer des attentes, mais par contre, de permettre qu'il puisse, lui, exprimer ses attentes. Excellent, merci beaucoup. Alors, la question donc pour Madame Renée, quelles sont les vulnérabilités auxquelles sont confrontés l'enfant lorsqu'il est pris en charge par l'intervenant lors de sa préparation, bien sûr, jusqu'à l'audience, et comment est-ce qu'un intervenant accompagne concrètement l'enfant et comment il garantit sa participation? Oui. C'est sûr qu'au niveau des vulnérabilités, c'est sûr quand on arrive dans la vie d'un enfant, c'est sûr que moi, je suis à l'application des mesures. Donc, je suis à la deuxième partie de l'intervention. Donc, il y a l'évaluation orientation là, qui sont avant moi. Par contre, c'est sûr qu'on arrive dans un temps de leur vie où ça ne va pas nécessairement très bien. Donc, ils sont vulnérables à tous les niveaux. Et souvent, pas dans tous les cas, moi, dans ma charge de cas, les enfants avec qui je travaille, je vous dirais 90% de mes ados sont soit placés en famille d'accueil ou en centre de réadaptation. C'est sûr que c'est une autre fonction que quand ils sont encore avec leurs parents. Mais c'est sûr que je suis souvent, je suis leur seul point de référence. Donc, c'est sûr que c'est pas toujours évident. Est-ce qu'ils nous font confiance, ils ne nous font pas confiance? Parce que des fois, puis je les blâme pas, ils ont des préjugés sur la DPJ. Donc, c'est sûr que souvent, ils arrivent, surtout des ados, ils arrivent déjà très blindés. Avec toutes leurs attitudes. Et ça, tantôt, je ne riais pas de Maître Fournier là, quand elle disait des fois, ils ont des idées, je les défends, j'y ris. Parce que des fois, ils ont des drôles d'idées aussi. Mais donc, Cassandra me regardait, effectivement, on a ri. Ils ont des fois des drôles d'idées, donc, mais c'est de les accompagner, mais ils sont dans des moments de leur vie où ils sont très fragiles, ils sont, puis ça peut chavirer d'un bord ou de l'autre. Est-ce qu'ils vont bien s'en sortir ou non? Puis des fois, c'est de continuer à les accompagner quand ils prennent le mauvais chemin. Puis souvent, avec l'adolescence, je ne cacherai pas qu'ils prennent une autre tangente qu'on voudrait, mais ils reviennent sur le bon chemin. Hein? Oui. Il y a des histoires positives quand même. Donc, c'est sûr que on change la vie des enfants. Puis honnêtement, c'est pas tout le temps de la façon plus positive. Des fois, ils sont quand même bien dans leur milieu de vie. Ils ne veulent pas nécessairement être déplacés et changer de milieu. Donc, est-ce qu'on fait du bien? Oui. Est-ce qu'on fait du mal? Absolument aussi. Donc, c'est pas toujours... C'est pas évident nécessairement où on tranche. Et comment est-ce qu'on garantit leur participation? Ça va être très... on va les chercher. Donc, ils n'ont pas le choix de venir. Ils embarquent dans nos véhicules. Et souvent, on les bribe avec un Tim Hortons, un petit quelque chose, un dîner pour après. Fait que, les ados, on les a par l'estomac. Donc, honnêtement, c'est souvent comme ça qu'on réussit. Puis quand ils ne veulent pas, parce que ça arrive que malgré qu'on leur promette terre et monde, on les réfère à leur avocat. Donc, c'est à ce moment-là, c'est avec leur avocat qu'ils prennent la décision de leur présence ou non à la cour. Mais c'est certain que, nous, notre message est « tu n'as pas le choix, on va les ramasser, on les amène », mais sinon, le dernier mot vient à l'avocat si on ne réussit pas, nous, à les convaincre. Merci beaucoup, Madame Renée. Et la dernière question donc, de notre discussion va s'adresser à Cassandra. Alors, Cassandra, est-ce que vous vous êtes sentie entendue et écoutée dans chacune des étapes de la procédure jusqu'à l'audience? Et quelles sont les vulnérabilités auxquelles vous avez été confrontée lors de votre expérience? Si j'ai été entendue et écoutée tout le long de mon expérience dans la protection de la jeunesse et dans les procédures judiciaires, honnêtement, comme je vous ai dit un peu tantôt, non. Tout dépend de la passe dans ma vie que j'ai vécue, surtout quand on touche le côté des centres jeunesse. Une fois que tu es rentré dans les centres jeunesse, c'est vraiment, on dirait qu'on te voit d'une autre façon, on te voit d'un autre côté des choses
complètement. Juste un instant. Oui, désolée. C'était comment, la famille d'accueil? En famille d'accueil. Combien tu as eu de famille d'accueil, puis ça se passait comment? Merci de m'aider. J'ai eu 2 familles d'accueil. Comment que ça s'est passé? La première, ça s'est... mon premier placement en famille d'accueil, j'avais 12 ans. Puis c'est là que ma vie a un peu basculé, que je me suis rebellée, tout ça. J'avais pas de famille ni vraiment d'amis, donc j'étais vraiment avec ma famille d'accueil. Puis ils répondaient pas vraiment à mes besoins, donc c'est du pourquoi que je me suis... j'ai fait des petites niaiseries. Ça manifesté comment tes petites niaiseries, les exemples? Entrer dans les détails? Dans des fugues, dans de la consommation, dans des me mettre à risque, de sexualité à risque et tout ça. Donc, j'ai aussi souvent parlé par rapport au fait que je voulais changer de famille d'accueil. Moi et ma famille d'accueil, on a fait des demandes de déplacement parce que clairement, ça ne marchait pas. C'était pas un bon match. Jamais que la DPJ a accepté mon déplacement. Donc, j'ai resté dans cette famille d'accueil-là. Et plus que le temps avançait dans cette famille d'accueil-là, puisque je détériorais littéralement. Sinon, côté judiciaire, quand que je passais à la cour, mettons, me faire rappeler, quand que le juge disait, admettons, que mes parents m'avaient abandonnée, je l'entendais souvent, ça, cette phrase-là. Puis, c'est quelque chose qui m'a beaucoup affectée, entendre que mes parents m'ont abandonnée, que mes parents ne sont pas présents. Si je ne veux pas, c'est des blessures que j'aurais aimé avoir mes parents avec moi. Même aujourd'hui, ils ne sont pas là. Je suis enceinte, j'attends une petite fille, puis c'est pas facile. Là. Tes parents sont déjà engagés avec tes beaux-parents. Et là, on peut dire que tu es émancipée. Ben oui, on a fait un processus. Oui. Ton processus mensuel, on n'a pas fait de En tout cas, moi, c'est la deuxième. Elle dit qu'on n'écoute pas tout. On a fait un processus parce que j'étais sa travailleuse sociale à la fin et c'est son avocate. Donc, oui. Effectivement, j'ai 17 ans et je suis émancipée depuis le mois d'août. Dans le fond, j'étais dans ma 2e famille d'accueil à ce moment-là. Ça allait super bien, tout ça. On a procédé à une émancipation. Bon, on a procédé à l'émancipation. Puis, ça s'est super bien passé. À ce moment-là, justement, je me suis exprimée devant le juge Meunier. On est en famille, là. On est tous là. À ce moment-là, je me suis exprimée devant lui. J'ai vraiment bien été écoutée. J'ai expliqué mon plan de retour à l'école et tout ça, mon plan avec ma fille, où est-ce que je m'alignais avec tout ça. Ma travailleuse sociale m'a super bien supportée aussi dans mes démarches, dans mon plan. Veux pas, c'est quelque chose de rare. Les gens qui sont émancipés, il faut vraiment faire des preuves d'autonomie et tout ça. Tu sais, malgré que j'ai eu un lourd parcours, je me dis que oui, la DPJ, quand j'étais plus jeune, je ne voyais pas que c'était quelque chose de positif pour moi parce que j'étais comme, ils mettent juste des bâtons des roues, ils veulent juste me renfermer, là. Ils ne comprennent pas comment je me sens, ils ne comprennent rien. Mais aujourd'hui, honnêtement, je suis émancipée, j'ai une travailleuse sociale, bon, elle n'est plus dans ma vie, mais elle est encore là quand même. Avec tous les jours, oui. J'ai une travailleuse sociale exceptionnelle qui m'aide avec mon déménagement, même encore. Elle me supporte encore. Mon avocate qui a pris le temps toujours de lire les choses avec moi, de vraiment faire sûr, est-ce que c'est ça que je veux? Il y a vraiment toujours eu de la bonne communication là, dans mon dossier de ce côté-là. Puis honnêtement, j'ai bien été entendue à la fin de tout ça. Merci beaucoup.
Ah non, mais c'est vraiment extraordinaire tous les témoignages qu'on entend là et surtout les questions ciblées ont fait ressortir beaucoup de points de vue de la part des professionnels et aussi de la part des enfants, beaucoup de vulnérabilité et aussi beaucoup d'accompagnement. Sans plus tarder, nous allons passer à la période des questions. Je ne sais pas si on a le temps nous manque un peu, mais on va, comme on a quand même 10 minutes, donc pour passer à la série des questions. Est-ce qu'il y a les questions dans l'Assemblée? Et aussi, Mona va s'occuper des questions de ceux qui sont en ligne. Ah oui. Merci. Moi aussi, je parle un peu fort, donc je vais essayer ça sans micro. Alors, moi, ma question, en fait, c'est une question ouverte, mais ça porte sur l'instauration d'un tribunal unifié de la famille. De ce que je comprends, c'est une des choses qui a été recommandée dans le rapport Laurent, puis c'est quelque chose qu'on voit dans plusieurs provinces canadiennes, mais pas encore au Québec. Donc, vous travaillez dans le domaine, je voulais juste avoir vos opinions sur si ça serait une bonne chose spécifiquement liée à la protection de la jeunesse ou si vous pensez que le système actuel, ça fonctionne assez bien. Qu'est-ce qui veut se prononcer? Je ne sais pas si l'honorable... Oui. Donc, sur cette question-là, ne vous découragez pas. J'entends ça depuis que j'ai été promu avocat. C'est une discussion qui a lieu au Québec, une réflexion qui a lieu au Québec depuis plus de 35 ans et on n'est toujours pas arrivé à une réponse. Maintenant, est-ce que c'est bon, pas bon? Aucune idée. Franchement, l'avantage d'avoir un tribunal spécialisé, c'est que là, on s'assure qu'on ne mélange pas tout. Ce n'est pas une boîte de bonbons mélangés. Là. On s'occupe de l'enfant. Est-ce que le tribunal unifié va apporter quelque chose de positif? Probablement oui, ça dépend de la façon dont il va être organisé. Parce que dans le droit de la famille, il y a plusieurs aspects. Hein. Il y a des aspects économiques, il y a des aspects des droits des parents, il y a tout ça. Là. Il y a bien des choses qu'on est loin de l'intérêt de l'enfant. Mais oui, probablement que ce serait une bonne chose, mais ça dépend comment on organise ce tribunal-là, quelle va être la fonction de ce tribunal-là par rapport à l'intérêt supérieur de l'enfant. Merci. Merci. Merci pour me donner la parole. Ma question va s'oriente sur dans la préparation de l'enfant pour l'audience. Comment faites-vous pour s'assurer que les enfants, donc le besoin de l'enfant sont écoutés, surtout les enfants qui proviennent de milieux racisés, sachant que dans la société, il y a le racisme systémique. Et deuxièmement, est-ce que vous faites le suivi après le jugement pour savoir si vraiment les besoins exprimés par l'enfant ont été bien répondus? Oui. Excellente question. Qui, je peux répondre en partie. Je suis stressée. Tu vois, moi, c'est ça que c'est le micro qui me stresse. C'est pas le monde. Donc, c'est sûr qu'on essaie le plus possible de respecter. Tu sais, oui, les enfants sont entendus. Est-ce qu'on est en mesure de tout le temps faire exactement ce qu'ils nous demandent? Non. Parce que pour différentes raisons, parce que des fois, c'est des choses qui ne sont pas réalisables ou réalistes dans la mesure du possible. Par contre, c'est sûr qu'on doit, les enfants qui doivent être placés en famille d'accueil, on va tenter le plus possible de respecter leur nationalité, leur religion. Est-ce que c'est toujours faisable? Non. On n'a pas une banque de famille d'accueil qui est si variée, mais on va essayer à ce moment-là d'aller regarder dans la famille proche s'il y a des gens qui sont en mesure de répondre aux besoins de l'enfant. Et une fois là, que le jugement est rendu, bien, c'est sûr que c'est notre travail de s'assurer, que le jugement soit respecté. Donc, on rencontre là, l'enfant, je vous dirais, relativement régulièrement, là, dépendamment, mais on les rencontre normalement une fois par mois. Et des fois, c'est aussi beaucoup plus là, selon la situation, mais on s'assure là, de les rencontrer. Et si on leur
Ça peut arriver qu'on ne peut pas aller les voir, mais on va communiquer avec les parents, avec la famille d'accueil pour voir comment va l'enfant. On va valider aussi avec l'école. Donc, on s'assure là, que tout est fonctionnel là, pour eux là, par la suite, puis qu'ils sont bien dans ce milieu-là. Est-ce que ça répond à votre question? Je vois qu'il y a plusieurs questions dans la salle, mais il y en a aussi plusieurs en ligne. J'en prends une comme ça et je pense que c'est en fait pour Cassandra. Qu'est-ce qui devrait être fait pour que les jeunes se sentent davantage écoutés dans le processus judiciaire? Qu'est-ce qu'il aurait dit Tania quand qu'est-ce que tu as réuni? Quelque chose qui est Que tes parents soient pas présents dans la salle de cours. Exemple. Que mes parents ne soient pas présents dans la salle de cours, honnêtement, pas vraiment, parce que moi, je suis quelqu'un qui aime ça s'exprimer devant les gens et que les gens sachent vraiment mes besoins, parce que c'est la meilleure façon que les gens peuvent nous aider en sachant les besoins complets de la personne. Une meilleure façon pour... C'est vraiment complexe, honnêtement, comme question, là, parce qu'il y a tellement d'enjeux dans tout ça, comme ça dépend vraiment des situations. J'ai été dans plusieurs contextes différents qu'il aurait fallu plein d'autres choses pour m'aider, pour que les gens me comprennent, mais c'est vraiment... Je ne peux pas vraiment répondre à la question, c'est vraiment flou, là. Ça dépend vraiment des situations, du contexte et surtout du jeune. On n'en a pas parlé du jeune, mais les jeunes ils ont une grosse partie là-dedans aussi, à prendre conscience des situations, conscience de qu'est-ce qu'ils se sont mis dedans ou qu'est-ce qu'ils sont dedans présentement, puis de réaliser qu'est-ce que les gens font autour d'eux pour les aider. Donc, merci. Je pense qu'on va prendre encore une autre question. Je vais lui envoyer le micro. Merci. Ma question, c'est plus pour la travailleuse sociale. En tant que travailleuse sociale, bien pendant mon parcours, on a eu comme pas mal de témoignages où les jeunes témoignent ne pas se faire comprendre. Comme les travailleuses sociales sont souvent comme très blacklistés, je ne sais pas si je vais dire ça, ils sont souvent mal perçus. Au moins, avec le témoignage de Cassandra, on a eu, moi, pour ma première fois, j'ai eu une personne où j'ai devant moi une travailleuse sociale qui est comme, waouh, oui, merci d'être là. Moi, ma question, c'était de savoir, c'est quoi votre conseil? Parce qu'en tant que travailleuse sociale, on est là pour aider, mais malheureusement, les témoignages qu'on a souvent eus avec les jeunes, c'est qu'ils ne sont pas écoutés, ils ne sont pas entendus, les besoins ne sont pas respectés. C'est quoi votre conseil que vous pouvez donner comme à nous, les futures intervenantes, pour pouvoir mieux accompagner ces jeunes? Merci. Je donne une partie de la réponse à Cassandra qui me dit dans l'oreille, c'est de la faute des jeunes. Je dis, effectivement, il y a une partie qui appartient, principalement avec les adolescents. Mais oui, puis je ne cacherai pas, c'est sûr que moi, je passe ma vie à dire, moi, je suis exceptionnelle. Je suis là pour, il faut être passionné. Puis honnêtement, moi, j'ai cette passion-là. J'adore les ados. J'adore ma job. Fait que je pense que de base, pour être capable de bien entendre et supporter nos enfants, il faut être passionné. Il ne faut pas que ça soit juste une job. Je dirais que c'est ça à la base, surtout en protection de la jeunesse. Ce n'est pas un travail qui est honnêtement très facile. Moi, je vois des collègues passer et ils disparaissent après 3 mois. C'est un milieu qui n'est pas facile. On ne travaille pas avec une clientèle qui nous apprécie nécessairement tout le temps. Donc, c'est là que des fois, je pense que c'est difficile. Puis, il faut prendre le temps de leur expliquer et c'est souvent ce qu'on ne fait pas. Puis, je vais toutes nous inclure, mais on ne prend pas tout le temps parce qu'on est pressé, parce qu'on a des charges de cas qui sont exceptionnellement grandes, parce qu'on a beaucoup... Nous, dans notre équipe, on a 10 travailleurs sociaux en moins. Bien, ça fait énormément d'enfants qui sont sur une liste d'attente. Puis moi, avec mon grand cœur, bien là, j'en prends d'autres parce que je trouve qu'ils font pitié. Mais là, je néglige les autres parce que là, j'en ai pris d'autres. Fait que, c'est un cercle vicieux, donc on manque de temps. Je dirais que c'est ça, mais à la base, pour être capable de prendre le temps, de les écouter, il faut être passionné, puis il faut croire en nos adolescents. Puis même s'ils n'ont pas toujours des plans très brillants,
parce que je pourrais tout ce que je peux entendre comme idée des fois qu'ils vont nous proposer, mais il faut aussi pas avoir peur d'embarquer. Moi, j'embarque dans pas toutes les. Peut-être j'embarque pas dans tous les plans que mes ados me proposent, mais il faut aussi croire en leur capacité puis les supporter, malgré que ça ne fait pas tout le temps du sens. Non, ça me fait un peu de la peine là parce que j'ai beaucoup d'excellentes questions en ligne et j'aurais envie de les poser parce que j'ai envie d'entendre vos réponses, mais malheureusement, il y a un cours ici à 13h et donc on doit libérer la salle. Donc, un grand merci à nos panélistes. Merci, je pense que ça a été très enrichissant d'entendre différents acteurs, en plus différents acteurs qui se retrouvent tous ensemble devant la même cour là au tribunal. Et merci à Monsieur le juge qui était en ligne également. C'est moi qui vous remercie. Et voilà, et merci à tous et toutes d'être ici et bon après-midi. Merci. Salut Cassandra.